Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va essayer de terminer notre chapitre qui est portant sur l'analyse du bilan. Donc, ça va être la troisième vidéo, bien sûr, pour aborder le chapitre analyse du bilan. D'accord? Alors dans cette vidéo, on va essayer bien sûr de vous montrer comment peut-on établir le bilan financier à partir du tableau des redressements et des reclassements. Parce qu'on a dit que le tableau de reclassement et de redressement est un point de passage obligatoire. C'est-à-dire que c'est le pont qui va nous emmener du bilan comptable à un bilan financier. D'accord? Donc, le tableau des redressements et des reclassements, il se présente de la façon suivante. Alors, ici, on a l'actif. Dans l'autre côté, on a le passif. Dans l'actif, on a les valeurs immobilisées, les valeurs d'exploitation, les valeurs réalisables et les valeurs disponibles. Alors, au niveau du passif, on a les capitaux propres, puis les dettes à long et moyen terme, et enfin les dettes à court terme. D'accord? La première ligne, il est consacrée pour des valeurs comptables. Et la dernière ligne, elle est réservée aux valeurs financières. D'accord? Et entre les valeurs comptables et les valeurs financières, qu'est-ce qu'on met ici? On met les redressements, les différents redressements et les différents reclassements. Alors, on consacre pour chaque redressement, pour chaque reclassement, une ligne. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais vous montrer comment on va calculer à la fin du tableau les valeurs financières. D'accord? Donc, la valeur financière, elle est composée de manière verticale. D'accord? Alors, en utilisant la formule suivante. La valeur financière, tout d'abord, sachez que la valeur financière se calcule à partir de la valeur comptable. Tout d'abord, c'est la valeur comptable. D'accord? C'est la valeur comptable. Alors, plus et moins les redressements et les reclassements. Pourquoi plus et moins? Parce qu'il y a des redressements qui vont être rajoutés, il y a des reclassements, il y a des redressements qui vont être éliminés. D'accord? Il y a des reclassements qui vont être rajoutés, il y a des reclassements qui vont être éliminés. D'accord? Je donne un exemple. Supposons ici, on a 1000. D'accord? Supposons qu'on a, par exemple, ici, il y a deux changements à faire. Il y a un redressement, il y a un reclassement. Supposons que le redressement, donc ici, on a, supposons qu'il s'agit d'une plus-value, une plus-value sur terrain. Donc, une plus-value qui s'élève, par exemple, à 500. Alors, je fais comme ça. Plus 500, bien sûr, plus 500 au niveau des capitaux propres. D'accord? Et supposons maintenant que pour le reclassement, on a une créance à long terme qui est devenue une créance à court terme. Doit être éliminée des valeurs immobilisées pour qu'il soit rajouté, d'accord, au niveau des valeurs réalisables. Supposons que sa valeur s'élève à, supposons, à 600. Donc, c'est moins 600 ici. Alors, pour calculer la valeur financière, on a besoin tout d'abord de la valeur comptable. Hein? Quand je dis valeur financière de quoi? C'est valeur financière des valeurs immobilisées. D'accord? Et ça se calcule à partir de
de la valeur comptable des valeurs immobilisées. D'accord? Donc c'est 1000 plus, plus 500 qui est tout un redressement et moins 600. Ça fait combien? Ça fait 900. Donc 900 c'est la valeur financière. C'est 900. Donc c'est-à-dire que c'est vertical. Donc on commence par la valeur comptable, plus, moins, jusqu'à atteindre bien sûr la valeur financière. Donc on fait pareil avec les autres valeurs financières. D'accord? Ils se calculent de la même façon, de manière identique. D'accord? Alors, après avoir calculé maintenant les valeurs financières, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut établir le bilan financier. Il faut établir le bilan financier. Alors, on va supposer maintenant que ici on a X, Y, Z, W, A, B, C, D. Toutes ces lettres-là, ce sont des valeurs financières qui ont été calculées à partir des valeurs comptables et en prenant en considération les différents redressements, les différents reclassements. D'accord? Notre bilan financier maintenant, il va se structurer ainsi. On va l'appeler bilan financier condensé. Ici, il y a actif. Ici, il y a le passif. Ici, c'est les montants. Et ici, il y a des montants. Les 4 éléments qui composent l'actif, je rappelle, sont valeur immobilisée, valeur d'exploitation, valeur réalisable et valeur disponible. D'accord? Les trois éléments qui forment le passif sont, c'est le capitaux propres, les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Là, il ne reste plus maintenant qu'à remplir, bien sûr mettre bien sûr les montants des éléments passifs et des éléments actifs. Alors, ces éléments-là, par exemple, regardez bien, on met ici X, Y, ici, Z, ici, et W. Et ici, on met le total. Le total, c'est-à-dire X plus Y plus Z plus W. D'accord? Donc, la même chose. A, c'est le montant qui correspond aux capitaux propres. B, c'est le montant qui correspond aux dettes à long et moyen terme. Et C, c'est le montant qui correspond bien sûr aux dettes à court terme. Et je calcule le total. D'accord? Ce total passif, ça va être A plus B plus C. Le bilan est par défaut équilibré. D'accord? C'est-à-dire que le total actif, il doit être obligatoirement, forcément égal au total passif. Si on n'a pas obtenu l'équilibre, cela signifie qu'on s'est trompé, qu'on a commis une erreur quelque part. D'accord? Très bien. Donc, c'est-à-dire que l'établissement du bilan financier, ce qu'il faut retenir, et donc l'établissement se fait après l'établissement du tableau de redressement et de reclassement. C'est comme si ça c'est un moyen et ça c'est une fin, ça c'est l'objectif. Donc on fait ça pour avoir ça, d'accord? Mais pour avoir ça, pour faire ça, donc on a besoin au départ d'un bilan comptable. Donc c'est-à-dire que dans ce chapitre-là, donc on vous donne un bilan comptable et on vous demande de faire d'une part le tableau de redressement et de reclassement et d'autre part d'établir le bilan financier. Maintenant, la question qui se pose, après avoir élaboré le bilan financier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des calculs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des calculs. Hein? Qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer d'une part un certain nombre de soldes et d'autre part un certain nombre de ratios. C'est ces soldes-là et c'est ces ratios-là que je vais vous présenter. Mais permettez-moi tout d'abord d'effacer le tableau. Alors,
Partie calcul maintenant. Après le calcul, bien sûr, il faut faire de l'interprétation. Alors, on va commencer par les soldes. Alors, les soldes, quand je dis qu'est-ce qu'un solde, c'est la différence entre deux indicateurs, entre deux choses, A et B, d'accord? Tout solde, quelle que soit sa nature, d'accord? Donc, il se calcule à travers l'écart entre deux choses. Alors, les soldes que nous avons calculés, c'est premièrement, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement propre. Et puis, fonds de roulement, liquidité. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend par le fonds de roulement? Le fonds de roulement, c'est une somme d'argent, d'accord? Qui reste, hein, lorsqu'on utilise, hein, le financement permanent pour financer l'actif immobilisé. C'est-à-dire que le financement permanent, ce sont des ressources, hein, représentent un ensemble de ressources financières. Ces ressources financières, quand ils sont utilisées pour financer l'actif immobilisé, s'il reste une partie de cette somme, une partie de ce montant-là, ça va être appelé le fonds de roulement. Donc, ce sont des fonds qui restent après avoir financé par quoi? Par le financement permanent, par les ressources durables, l'actif immobilisé. D'accord? Alors, il y a un fonds de roulement propre, il y a un fonds de roulement liquidité. La différence est ça. Alors ça, tout d'abord, il faut savoir que pour calculer les soldes et les ratios, tous les montants, toutes les valeurs que nous allons utiliser, donc ils proviennent du bilan financier et pas du bilan comptable. D'accord? On n'utilise pas, bien sûr, les valeurs du bilan comptable pour calculer les soldes et les ratios. N'oubliez pas que ça, c'est un travail effectué par un financier. Donc le financier, donc, il a besoin des valeurs financières. Donc il va faire le calcul à partir des valeurs financières. Donc c'est-à-dire tout vient, d'accord? Tout vient bien sûr du bilan financier. Le fonds de roulement propre, ça va être les capitaux propres. Et c'est quoi le capitaux propre? C'est le premier élément du passif du bilan financier. Moins les valeurs immobilisées. Et les valeurs immobilisées, c'est le premier élément de l'actif du bilan financier. Le premier élément du passif, moins le premier élément de l'actif, ça va donner un fonds de roulement propre. Donc, bien sûr, toute entreprise, il a intérêt à ce que son fonds de roulement propre ou bien liquidité soit positif. Alors, s'il est positif, cela signifie quoi? Cela signifie, par exemple ici, que les capitaux propres ont pu financer les valeurs immobilisées. Hein? S'il est positif, cela signifie que ça, il a suffi pour financer ça. D'accord? Pour financer ça, c'est-à-dire pour couvrir. C'est comme ça c'est de l'argent, ça ce sont des besoins. Et avec ça, on peut payer ça. Si c'est positif, cela signifie que là, suffit. Hein? Il a pu couvrir la totalité, bien sûr, des valeurs immobilisées. D'accord? Et s'il est supérieur à 0, cela signifie qu'on a pu, premièrement, premier objectif, financer les valeurs immobilisées et dégager de l'argent. Hein? C'est cet argent-là qui représente le fonds de roulement. Donc ça, c'est un excédent des capitaux propres sur les valeurs immobilisées. Alors, maintenant, lorsqu'on parle des fonds de roulement liquidité, on prend les capitaux propres, cet élément-là, plus les dettes à long et moyen terme, moins les valeurs immobilisées. C'est-à-dire ici, ces deux éléments, on va les appeler désormais les capitaux, pas propres, mais permanents. Bien, les capitaux durables. C'est-à-dire que pourquoi on calcule le fonds de roulement liquidité? Pour savoir est-ce que les capitaux permanents ont pu financer la totalité des valeurs immobilisées. Bien sûr, si ce fonds de roulement il est positif, la réponse est affirmative. Oui. Donc, les capitaux permanents ont pu financer la totalité des valeurs immobilisées et dégager. Hein, qu'est-ce qu'ils ont dégagé? Un excédent. Cet excédent-là n'est autre que le fonds de roulement liquidité. Donc, il faut que le solde soit positif pour que la situation financière de l'entreprise soit bonne, hein, pour que la finance de l'entreprise soit saine. Donc, il n'y a que deux soldes. Alors, maintenant, en ce qui concerne les ratios. Alors, si le solde, c'est la différence entre les deux, le ratio, c'est le rapport entre deux choses. D'accord? Si le solde ici, c'est A moins B, c'est toujours A moins B, ça moins ça,
ça moins ça. Il y a toujours de la soustraction. Le ratio, ça va être A sur B. D'accord? Alors, les ratios sont nombreux dans le cadre de ce chapitre-là. Donc, on a à traiter 6 ratios. 2 soldes et 6 ratios. Alors, ces ratios sont les suivants. Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle le ratio de financement permanent. Retenez bien, ratio de financement permanent. Pour calculer le ratio de financement permanent, on fait les capitaux propres, pas permanents, divisés par les valeurs immobilisées. D'accord? Il faut que le ratio soit supérieur à 1. S'il est supérieur à 1, cela signifie que les capitaux propres ont pu financer la totalité des valeurs immobilisées. S'il est inférieur à 1, cela signifie que les capitaux propres n'ont pu financer qu'une partie des valeurs immobilisées. D'accord? Alors, après, on a ce qu'on appelle le ratio d'autonomie financière. Le ratio d'autonomie financière, c'est le rapport entre les capitaux propres et le total des dettes, c'est-à-dire les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Alors, pourquoi on calcule le ratio d'autonomie financière? Comme son nom l'indique, on veut savoir si l'entreprise est autonome financièrement. Pour que l'entreprise soit autonome financièrement, d'un point de vue financier, il faut que les capitaux propres couvrent les dettes, c'est-à-dire financent avec les capitaux propres, on peut payer non seulement les dettes à long et moyen terme, mais les dettes à court terme. Et comment peut-on savoir si ça, le numérateur, il peut payer l'autre, s'il est supérieur à 1? D'accord? Si le ratio est supérieur à 1, cela signifie que ce qui est en haut, il est capable de payer ce qui est en bas. C'est-à-dire ce qui constitue le numérateur, donc il est capable, d'accord? Il est apte à payer, d'accord? À financer, à couvrir ce qui est en bas, ce qui est le dénominateur, c'est-à-dire c'est le total des dettes. Après, il y a ce qu'on appelle le ratio de solvabilité générale. Solvable. Je suis solvable si je suis capable de payer des dettes. Alors, solvabilité générale, ici c'est un rapport entre le total actif et le total dette, c'est-à-dire les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. C'est-à-dire, c'est le même raisonnement, vaut ici. Alors, tout à l'heure, on a dit, est-ce que avec les capitaux propres, est-ce qu'on est capable de payer, de rembourser les dettes? Maintenant, on va dire, est-ce qu'avec notre actif, donc quand je dis l'actif, c'est-à-dire l'actif immobilisé, l'actif circulant, les trésoreries actifs, est-ce qu'avec tous les éléments de l'actif, est-ce qu'on est capable de payer la totalité des dettes de l'entreprise? D'accord? Donc, c'est le même principe. Est-ce que le numérateur, il est capable ou non de payer? Alors, pour cela, il faut qu'il soit supérieur à 1 pour que le total actif soit capable, bien sûr, de couvrir les dettes. D'accord? Donc, ratio de financement permanent, ratio d'autonomie financière et ratio de solvabilité générale. D'accord? Donc, quel que soit le ratio à calculer, l'entreprise, elle a toujours intérêt, elle a toujours l'avantage, bien sûr, à ce que le ratio soit supérieur à 1. Après, on a ce qu'on appelle le ratio de trésorerie générale. Le ratio de trésorerie générale. Alors, le ratio de trésorerie générale, alors c'est les valeurs d'exploitation, plus les valeurs réalisables, plus les valeurs disponibles sur les dettes à court terme. Alors, quel est l'intérêt derrière le calcul du ratio de trésorerie générale? Savoir, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'actif circulant. Et l'actif circulant, c'est qu'une partie de l'actif. Donc, c'est-à-dire, nous souhaitons savoir, est-ce qu'avec l'actif circulant, il ne faut pas dire actif circulant hors trésorerie, non, actif circulant tout court, est-ce qu'avec l'actif, on est capable de payer les dettes uniquement à court terme, pas la totalité des dettes, d'accord? Alors, il faut qu'il soit supérieur à 1. S'il est supérieur à 1, cela signifie qu'avec l'actif, on peut rembourser les dettes. Alors maintenant, ratio de trésorerie à échéance. Ratio de trésorerie à échéance. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on va faire?
on va éliminer les valeurs d'exploitation, on va garder les valeurs réalisables et les valeurs disponibles. On va diviser toujours sur les dettes à court terme. C'est-à-dire ici, on veut savoir si les valeurs réalisables et les valeurs disponibles financent, ils sont capables de payer, d'accord, couvrir les dettes à court terme. Est-ce qu'avec ça, on peut payer ça? Bien sûr, pour ce faire, il faut qu'il soit supérieur à 1. S'il est inférieur à 1, cela signifie qu'avec les valeurs réalisables et disponibles, on ne peut couvrir qu'une partie. Qu'une partie. Et enfin, le ratio de trésorerie immédiate. I, ratio de trésorerie immédiate. On va maintenant éliminer les valeurs réalisables. Donc, valeurs disponibles sur les dettes à court terme. C'est-à-dire ici, c'est simple, c'est le même raisonnement. D'accord? C'est le même principe. On veut savoir si, avec les valeurs disponibles, est-ce qu'on est capable de rembourser les dettes à court terme. D'accord? Donc voilà, on arrive maintenant au terme de cette vidéo-là. Donc je rappelle que l'analyse du bilan, c'est un chapitre, bien sûr, qui ne relève pas de la comptabilité générale, mais qui relève de l'analyse financière. D'accord? Pour l'aborder, donc on a fait 3 vidéos. Donc la première vidéo, bien sûr, il a comparé la structure de bilan comptable avec le bilan financier. Donc, et puis, on a dit que pour passer d'un bilan comptable à un bilan financier, il faut établir le tableau de redressement et de reclassement. Et on a dit que les redressements et les reclassements, ce sont des changements à introduire au niveau du bilan comptable pour qu'on puisse transiter ou migrer vers le bilan financier. Et on a dit également, une fois on a établi le bilan financier, donc il faut procéder à un certain nombre de calculs et les résultats ainsi calculés, ils doivent faire l'objet d'une interprétation. Qu'est-ce qu'il faut calculer? 2 soldes et 6 ratios. Donc j'espère que cette vidéo vous avait été utile. Merci.